Regardez Al24 News, nous sommes le jeudi 5 janvier à la une du 19h. En Libye, les présidents du Conseil d'État et du Parlement de Tobruk annoncent un accord sur une base constitutionnelle et une feuille de route pour aller vers des élections. Les violations sionistes du statu quo d'El-Quds sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion d'urgence sur la demande de plusieurs pays dans la Palestine a lieu dans 2 heures. Et les performances économiques de l'Algérie en 2022 mises en exergue par la Banque mondiale avec un solde extérieur boosté par les exportations. Enfin, conflit en Ukraine, la possibilité d'un retour à la table des négociations évoquée lors d'un entretien téléphonique entre le président turc Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. Le président russe annonce une trêve de 36 heures pour le Noël orthodoxe. Madame, Monsieur, bonsoir. Une réunion de la commission mixte libyenne sous l'égide de l'ONU s'est tenue au Caire dans le cadre du 4e round. La rencontre laisserait présager une sortie de crise et la fin de l'imbroglio institutionnel qui bloque le pays depuis de longs mois, puisque l'objectif est de déterminer une base juridique pour la tenue d'élections au pays. Tinhinan Makassi. 2023 laisserait-il paraître des prémices d'espoir pour les Libyens ? C'est du moins ce que laisse présager la reprise des consultations de la commission libyenne mixte composée de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État au Caire, une initiative organisée sous l'égide de l'ONU. Objectif, déterminer une base juridique devant servir à la tenue des élections et en finir avec l'imbroglio qui bloque le pays depuis près d'1 an. C'est donc le 4e round des consultations de la dite commission en présence des présidents respectifs des 2 institutions, Aguila Saleh et Khaled El-Meshri. Et pour justement trouver une solution politique et en finir avec cette situation de plus en plus pesante pour le peuple libyen, les 2 parties affirment être parvenus à un consensus, dont la feuille de route sera rendue publique prochainement. Il s'agirait d'une démarche proche de l'accord politique de 2020 à Genève, établi là aussi sous l'égide de l'ONU. Le dernier round de consultation en juin dernier a mis sur la sellette la précédente envoyée spéciale des Nations Unies pour la Libye, Stephanie Williams. Puisqu'en dépit des efforts de cette dernière, les différentes parties ont campé sur leur position, laissant peu de place au consensus. Et depuis le Caire, les présidents respectifs du Conseil d'État et du Parlement de Tobruk, Khaled El-Meshri et Aguila Saleh, annoncent un accord sur une base constitutionnelle pour l'organisation des élections en Libye. Les 2 hommes se sont réunis ce jeudi pour discuter d'une sortie de crise dans le pays. Il y a 2 jours, le président du Conseil présidentiel, Mohamed El-Menfi, a jeté la balle dans le camp de ces 2 institutions, leur faisant porter la responsabilité des blocages. Il a également invité les 2 institutions à une réunion à Ardemes le 11 janvier prochain, une invitation toutefois déclinée par le Haut Conseil d'État. Ces rounds de dialogue qui se sont déroulés à Ghardara et au Caire ont abouti à un accord sur le projet de la charte constitutionnelle, à l'exception d'1 ou 2 points. Il a été convenu que le projet soit transféré vers les lois électorales qui seront élaborées avec le plein accord des 2 conseils. Dans le cas contraire, ces lois seront soumises à un référendum afin de consulter l'avis des Libyens. Dans la perspective d'arriver à un accord consensuel entre les Libyens. Ce consensus sera libyen, de par sa conception, dans sa formulation et ses objectifs, afin de permettre d'en finir avec la situation de discorde que traverse le pays. Nous sommes en effet parvenus à un grand rapprochement entre le Conseil parlementaire et l'État. Comme résultat, couronnant cette rencontre où il a été convenu d'accélérer la mise en œuvre du processus constitutionnel, ainsi que celle de la multiplication des efforts dans l'action permettant d'atteindre l'horizon de l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans les plus brefs délais. Et pour un éclairage dans ce dossier, nous avons avec nous en direct par téléphone le journaliste et directeur de publication au journal Le Jeune Indépendant, Kamel Mensari. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, à votre avis, Kamel Mensari, est-ce que l'organisation des élections incombe-t-elle à ces 2 institutions ?
Elle n'incombe pas directement à ces deux institutions, mais ces deux institutions qui sont reconnues, donc, plus ou moins à la rigueur pour le Haut Conseil d'État, qui fait office du chambre haute du Parlement, à la rigueur sont deux institutions, ou bien au niveau représentatif, les deux responsables, Aguila Salah et Khalid Meshri, sont à l'évidence, ou bien aux yeux de la communauté internationale, deux personnalités importantes dans l'équation libyenne et en même temps dans le règlement de la crise en Libye. Certes, la communauté internationale reconnaît jusqu'à présent le gouvernement d'union nationale dirigé par Dbeiba et bien évidemment le conseil présidentiel dirigé par El Menfi. Donc on est dans une sorte de travail en parallèle qui est effectué par Meshri et Aguila Salah pour faire aboutir le consensus ou du moins pour faire aboutir le processus électoral. Nous sommes, quand on voit ce qui se produit depuis les dernières rencontres entre les deux personnalités, notamment s'agissant du partage des postes de souveraineté il y a un mois et aujourd'hui avec... Kamal Mansari, justement. Excusez-moi de vous couper. Justement, vous avez évoqué le président du gouvernement de transition. Une autre question s'impose justement. Pourquoi le gouvernement d'union nationale n'est-il pas représenté à cette réunion selon vous ? Vous savez, donc il faut revenir à l'accord d'Alger, c'est-à-dire il y a eu une réunion des ministres du voisinage libyen. Donc tous les États voisins de la Libye se sont réunis pour trouver des mécanismes de faire avancer la question libyenne. La mission a été confiée à l'Égypte de faire avancer le dossier, c'est-à-dire pour que le processus électoral en Libye aboutisse d'une manière ou d'une autre, mais avec consensus. Là, c'est vrai que la représentation n'est pas, c'est-à-dire que le gouvernement reconnu par la communauté internationale, il s'agit du gouvernement de Dbeiba n'est pas représenté, mais ceci n'empêche pas les autres acteurs d'agir à la rigueur, soit pour mettre les autres parties devant un fait accompli, sinon pour pousser la communauté internationale, notamment l'UNON, pour agir aller vers au moins des élections. Mais ça reste on est dans une situation de retour à zéro. Et on verra dans les prochains jours ce qui adviendra de cette rencontre. Merci Kamel Mansari. Je rappelle que vous êtes directeur de publication au journal algérien Le Jeune Indépendant. Vous étiez en direct avec nous par téléphone. Je vous le disais tantôt, direction New York où se tiendra dans quelques instants une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la violation par l'entité sioniste du statu quo d'Al-Quds, les violations de la mosquée Al-Aqsa suite à l'incursion du ministre de la Sécurité sioniste Ben Gvir font l'objet d'une session programmée en urgence. Elle s'accompagne d'un tollé de réaction internationale sur cet énième acte d'agression sioniste, des symboles sacrés du monde musulman et chrétien, mais également des principes du droit international. Brisé à plusieurs reprises par les sionistes, comme ce fut le cas en 2015, le status quo d'Al-Aqsa est un autre cadre du droit international qui n'échappe pas aux nombreuses violations de cette entité quant aux règles préétablies par la communauté internationale afin de protéger les symboles religieux en Palestine. Est-il aujourd'hui en péril? L'élément de réponse avec Leïla Gertal. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour discuter des violations de l'entité sioniste du statu quo d'Al-Aqsa perpétuellement transgressé et bafoué. Après l'assaut très provocateur de Ben Gvir, le ministre de la sécurité sioniste, une sécurité qu'il incarne très peu, lui l'homme de guerre, l'homme de la violence et du racisme, dans sa forme la plus extrême, comme ses positions, connu pour être un homme haineux à tout ce qui est palestinien. Son extrémisme n'est en fait que la partie apparente d'une politique sioniste qui a érigé la violence en règle d'État. Bien sûr, une salve de réaction a suivi l'assaut de Ben Gvir sur l'esplanade, considérant cette incursion comme une atteinte au statu quo d'Al-Aqsa. Mais pour comprendre, une pause s'impose. Qu'est-ce que le statu quo évoqué par la communauté internationale et qui s'inquiète tant pour ce statut menacé par ce gouvernement d'extrême droite sioniste? Il s'agit d'un accord conclu entre la Jordanie et l'entité sioniste. Celui-ci définit les règles d'accès aux lieux saints. Les musulmans sont ainsi autorisés à monter à toute heure du jour et de la nuit sur l'esplanade et les non-musulmans, eux, pourront y pénétrer, mais à des heures bien définies sans y prier. Cela s'est fait en 1967, après la guerre des 6 jours.
L'administration de l'esplanade est restée aux mains du Waqf, une fondation islamique sous responsabilité jordanienne. De là a été mis en place ce statu quo. Et c'est ce statu quo, maintes fois transgressé, qui sera discuté aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence. Plus exactement, il discutera des violations quasi quotidiennes menaçant et mettant en péril ce statu quo que l'antité-sioniste peine volontairement ou pas à respecter. Déjà brisé par les juifs orthodoxes radicaux venus prier sur l'esplanade à plusieurs reprises et dernièrement par ce Ben Gvir, plus radical que les radicaux. La question reste en suspens. L'extrême droite est-elle une aile plus dure du gouvernement sioniste ou traduit-elle tout simplement une politique sioniste qui a sévi de tout temps? Elle est mise à l'index et la salve d'indignation exprimée par le monde entier vis-à-vis des agissements de l'entité sioniste ne semble pas la dissuader à cesser ses exactions contre les Palestiniens. Un enfant palestinien a justement été tué aujourd'hui à l'aube par des forces de l'occupation sioniste lors de l'agression militaire contre la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée. Âgé de 16 ans, Amr Abou Zeitoun a été abattu d'une balle à la tête tirée par les soldats d'occupation, un assassinat qui s'ajoute à 3 autres depuis le début de cette année. Je vous le disais, on titre l'actualité du soir. C'est également l'Algérie avec les progrès économiques réalisés durant l'année 2022. Nouvelle lecture des données macroéconomiques réalisées par la Banque mondiale à la faveur d'une relance boostée par la hausse des revenus des exportations hydrocarbures, mais également hors hydrocarbures. Et dans le dossier ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi avoir ordonné à son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, d'instaurer un cessez-le-feu sur toute la ligne de contact en Ukraine en raison du Noël orthodoxe, et ce du 6 janvier à midi au 7 janvier à minuit. Cette trêve intervient après une demande introduite par le primat de l'Église orthodoxe. Conflit armé en Ukraine n'en finit pas de monter en intensité. Les combats font rage le long de la ligne de front. Et les observateurs stratégiques annoncent unanimement que les deux camps se préparent à enclencher des offensives massives coïncidant avec la période de gel favorable à l'action militaire motorisée. Le front du Donbass reste le chaudron le plus actif. À ce propos, une offensive ukrainienne a ciblé le bâtiment d'une école technique où étaient logés les mobilisés de l'armée russe avant leur déploiement dans la région de Makiivka, à Donetsk. Ce bombardement aurait suscité les plus grosses pertes côté russe depuis le début du conflit. Ces frappes ont été conduites via l'utilisation de lance-roquettes multiples occidentaux de type HIMARS. Dans le sillage, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la poursuite des efforts pour l'armement de Kiev constituait en réalité la voie vers la paix. Dernièrement, le chef des renseignements militaires ukrainien Boudanov a annoncé que la situation militaire était dans l'impasse et que les deux camps se neutralisaient sur le terrain avant de plaider pour un plus grand afflux d'armement vers les fronts ukrainiens. Dans ce siège, le ministère de la Défense russe a annoncé avoir déjoué une attaque ciblant la Crimée. Pour rappel, un événement important à connotation stratégique a été annoncé hier par Moscou. La frégate amirale Gorchkov, équipée de missiles hypersoniques Tsirkon, a entamé un voyage maritime au long cours et aux multiples signaux. À l'occasion d'un appel téléphonique avec son homologue turc, le président russe Vladimir Poutine a assuré que Moscou était prête à entamer des pourparlers avec Kiev, à la condition que l'Ukraine concrétise les engagements et les garanties de neutralité demandées par la Russie et qu'elle reconnaisse la nouvelle donne de cours sur le terrain. Pour rappel, les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson ont été rattachées à la Fédération de Russie via un référendum l'automne dernier. À ce propos, la ministre de la Défense autrichienne, Claudia Tanner, a déclaré dans la presse allemande que l'Europe devait se préparer à un blackout électrique avant d'exprimer son accord avec les propos du chef d'état-major américain, le général Mark Milley, selon qui, je cite, l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre, c'est-à-dire reconquérir toutes ces régions, y compris la Crimée, dans un avenir proche. Et sur cette information, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.